Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons faire la première partie du cours du deuxième CM sur la géographie de la population en s'intéressant aux espaces de forte densité. Pour parler des fortes densités, on a deux moyens de le faire. Le premier, qui paraît le plus évident et qui est finalement le moins pertinent, c'est de regarder la population en nombre absolu, c'est-à-dire combien il y a de personnes dans un pays. À ce moment-là, par exemple, le pays où la population est la plus importante actuellement, c'est la Chine, avec 1,4 milliard d'habitants en 2020. Mais un chiffre qui a plus de sens du point de vue géographique, c'est celui de l'étude de la densité en tant que telle, c'est-à-dire le chiffre de la population, mais divisé par la superficie, pour voir combien il y a de personnes par kilomètre carré. On calcule la densité en kilomètres carrés. À ce moment-là, ça nous permet d'étudier des enjeux de densité qui ne dépendent pas des frontières nationales, mais bien du nombre de personnes présentes sur un espace donné. Et là, si on reprend la Chine, qui avait le chiffre le plus élevé en nombre absolu, si on regarde sa densité sur l'ensemble du territoire, elle est seulement à 146 habitants au kilomètre carré. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espace très dense, mais si on prend l'ensemble du pays, la densité diminue. Et le pays où la densité est la plus élevée, c'est le Bangladesh, avec 1200 habitants au kilomètre carré. Une densité extrêmement élevée en moyenne sur l'ensemble du pays. Pour vous donner un moyen de comparaison, un ordre de comparaison avec la France, en France, il y a 67 millions d'habitants et une densité moyenne de 118 habitants au kilomètre carré, donc environ 120 habitants au kilomètre carré. Voilà. On va parler des deux, mais on va du coup surtout parler de la densité et pas seulement des populations fortes. Pour cela, on va faire un plan en 3 parties, donc ça fera 3 vidéos cette fois, sachant que la quatrième partie, celle qui s'intéresse aux enjeux spécifiques pour les fortes densités, en fait, j'ai choisi de rassembler. Le prochain CM sera sur les faibles densités et on va étudier à la fin du prochain CM, en fait, les enjeux spécifiques aux densités, qu'elles soient faibles ou fortes. Donc voilà, je l'ai mis sur le plan pour que vous sachiez que c'est important de l'associer, l'espace des fortes densités, avec leurs enjeux, mais on en parlera au prochain CM. Là, on va s'intéresser aux répartitions, donc vraiment poser les grands repères, les facteurs d'explication et quelques études de cas. Et donc, on va commencer par la répartition des fortes densités, et donc revenir sur les grands foyers de peuplement, qu'on a un peu vu en introduction, hein, donc c'est un peu un rappel, mais c'est important que vous les connaissiez. C'est la partie un peu liste, mais elle pose des repères importants. Donc je reviens sur cette carte qui nous permet de voir la densité de population dans le monde à une échelle très fine. Et je vais vous donner quelques chiffres qui viennent illustrer vraiment l'inégale répartition de la population. Déjà, je vous ai remis ici la carte du monde avec l'équateur. Pourquoi? Parce qu'on a un chiffre qui souligne vraiment l'inégalité, c'est que 90% de la population est située dans l'hémisphère nord. Je vous avais également donné la loi qui est proche de celle de Pareto. 80% de la population est répartie sur 16% de la surface de la planète. Mais si on peut encore réduire ça, on a 30% de la population mondiale sur 2% des terres émergées. Et donc le fait qu'on puisse avoir presque un tiers de la population mondiale sur seulement 2% des terres, ça s'explique parce qu'il y a des zones où la population est extrêmement dense, et c'est ces zones qu'on va étudier. Ça se voit d'ailleurs sur cette carte, qui est une représentation différente. On appelle ça une carte par anamorphose, où on voit la population, c'est-à-dire la surface des pays est proportionnelle à la population. Donc par exemple, on revoit ici très bien que l'hémisphère sud est très peu peuplé, puisqu'on voit le bas de l'Amérique latine qui est écrasé, très peu de population. Pareil pour l'Australie. Et on voit apparaître les géants démographiques. Là, pour le coup, ça suit les frontières nationales, hein, que sont la Chine et l'Inde, mais aussi l'Europe, des pays comme le Nigeria ou le Mexique ou l'Indonésie qui connaissent une population importante.
On va donc revenir donc les plus grands foyers de peuplement, les 3 plus grands foyers de peuplement dans le monde. C'est, tout d'abord l'Asie du Sud, avec ce qu'on appelle aussi le sous-continent indien, qui est composé de plusieurs pays et on a, donc ici l'Inde, le Pakistan sont très peuplés, le Bangladesh, heu, sont des pays qui sont très peuplés et on est dans une dynamique, de croissance de ces densités. C'est une région du monde où, la population continue à augmenter. Autre grand foyer de peuplement, c'est l'Asie de l'Est, avec notamment la Chine, les Corées, le Japon, Taïwan, où cette fois la dynamique des densités est plutôt dans une, stagnation. Donc c'est pour ça que, l'Asie du Sud, en fait, dépasse, l'Asie de l'Est parce que, il y a une croissance dans les différents pays. Et ensemble, ces 2 régions du monde, elles représentent 54 de la population mondiale. Avec donc 34 pays, si on prend, vraiment tous les pays qui sont dans la région, c'est, heu, plus de la moitié de la population mondiale. Il existe des calculateurs, de la population en temps réel, hein, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir et ça vous donne donc c'est à partir des estimations, hein, mais vous voyez en temps réel, évoluer, la population actuelle de la Chine et de l'Inde. Mais voilà, on a quand même, si on a dit sur l'Asie du Sud et de l'Est, 54 de la population mondiale, si on prend que l'Inde et la Chine, les 2 géants démographiques, comme on les appelle parfois, on a 2 habitants sur 5 du monde qui viennent d'un de ces 2 pays. Donc on est vraiment sur, enfin, les pays les plus peuplés, et ça a des conséquences fortes, on y reviendra plus tard. Troisième grand foyer de peuplement, c'est celui composé de l'Europe et du bassin méditerranéen. On a un peu moins d'1 milliard d'habitants dans cette région avec une dynamique de stagnation pour les densités. Donc ça, c'est pour les 3 grands foyers. On va également regarder 2 foyers secondaires qui sont quand même très importants. Déjà, l'Asie du Sud-Est avec notamment l'Indonésie. L'Indonésie, c'est 270 millions d'habitants. C'est le 4e pays le plus peuplé au monde. Et on a également l'Afrique de l'Ouest, donc qui s'étend du lac Tchad au golfe de Guinée, centré autour du, enfin, comment dire, pas centré autour du Nigeria géographiquement, mais c'est le Nigeria qui a la population la plus importante dans cette région avec 212 000 habitants et c'est le 5e pays le plus peuplé au monde. On a également d'autres zones dont les densités sont supérieures à la moyenne. Je vous les ai entourées ici. On a l'Est de l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes, également les hautes terres autour du massif éthiopien, avec une forte croissance, et également les grands lacs d'Afrique de l'Est qui connaissent également une forte croissance. Donc ça, c'est on va dire, des zones qui sont des foyers de peuplement importants, moins que ce qu'on a vu, mais les densités sont supérieures à la moyenne. Donc ça, c'est pour les placer géographiquement. Et maintenant, on va s'intéresser à des types d'espaces qui ne dépendent pas des frontières nationales, mais des caractéristiques. Et tout d'abord, la question des littoraux. Donc les littoraux, en fait, on considère que près de la moitié de la population mondiale réside sur les littoraux, c'est-à-dire à moins de 100 km des côtes. Et la densité, donc le nombre d'habitants par le kilomètre carré, est 2 fois supérieure à la moyenne mondiale sur ces littoraux. Et plus on se rapproche de la mer, plus cette densité est importante. Ça correspond à une littoralisation. La littoralisation, c'est le processus de concentration des populations et des activités humaines le long ou à proximité des littoraux. Et ce processus de concentration des populations, effectivement, se traduit par des densités. Ça se voit par alors oui, je voulais tout remettre, on le devine là. C'est intéressant, c'est de voir que les grandes villes se concentrent aussi sur les littoraux, hein. C'est lié, s'il y a beaucoup de grandes villes sur les littoraux, c'est normal qu'il y ait beaucoup de population sur les littoraux. Et donc je trouve que cette carte est absolument fascinante puisqu'elle ne représente que les villes de plus de 100 000 habitants. Et pourtant, on voit très bien le contour des continents, puisque beaucoup de ces villes sont sur les littoraux. Alors évidemment, il y a des zones où ce n'est pas le cas, hein. L'Australie ici est
très peu visible, mais regardez les Amériques, à part, on va dire, l'extrême nord et l'extrême sud de la planète, on voit très bien que les villes de plus de 100 000 habitants dessinent le contour des littoraux. Ça permet d'illustrer cet aspect-là. Ça explique que si les densités sont aussi fortes sur les littoraux, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de villes à cet endroit-là. Et donc, là, on a les villes de plus de 100 000 habitants, ça permet de dessiner les contours. Mais si on regarde des villes plus grandes, les villes de plus de 750 000 habitants, et bien là, on a 44% des villes qui sont situées à moins de 50 km de la mer. Donc, une grande part, enfin une grande part, quasiment la moitié des grandes villes sont situées à moins de 50 km de la mer. C'est les chiffres des Nations Unies en 2015. Donc ça, c'est un peu le constat. Maintenant, on va s'intéresser aux causes. Pourquoi les littoraux sont aussi attractifs pour la population? Alors, c'est un attrait qui est ancien, hein, qui date depuis l'Antiquité, en fait, avec le développement de grandes villes, Rome, par exemple, qui se développent sur les bords du bassin méditerranéen, en bord de mer, parce qu'elles peuvent croître de manière importante grâce à l'importation de produits alimentaires. Elles ne sont pas dépendantes de leur arrière-pays pour nourrir la population, mais elles peuvent importer grâce à l'accès à la mer, et ça leur permet de rassembler une population importante. Donc ça, on voit qu'historiquement, c'est déjà le cas. Et on va se poser donc les questions, quelle cause explique cet attrait pour le littoral? Et donc, on l'a vu historiquement, d'abord, première idée, c'est parce que le commerce est facilité. Et actuellement, c'est d'autant plus vrai qu'on est dans un contexte actuel de mondialisation et que 80% du commerce mondial passe par la mer. Donc les littoraux, qui vont se tourner vers les activités portuaires de transit de marchandises, mais aussi d'industrie et voire même de tertiaire, deviennent de plus en plus peuplés. Et ça se voit notamment au niveau des 4 grandes façades maritimes mondiales. Alors, une façade maritime, c'est une zone où il y a plusieurs grands ports proches les uns des autres. Dans le monde, on a 4 principales, 2 de chaque côté de l'Amérique du Nord, une en Europe du Nord-Est et la façade maritime asiatique qui est la plus importante, qui concentre le plus de grands ports. Mais ce qui est intéressant, donc c'est des zones qui sont très peuplées et ça se voit notamment dans le cas de 2 mégalopoles, qu'on peut dire portuaires. Celle de la façade maritime du Nord-Est, qu'on appelle parfois Boswash, parce qu'elle s'étend de Boston à Washington. Sur cette zone, on a 52 millions d'habitants, avec une densité de 1200 habitants au kilomètre carré. C'est ici. Et puis, il y a celle de Tokyo, Osaka, Kobe, qui va jusque-là. Donc, on a une mégalopole extrêmement importante. Je vous en montre une photo aérienne. Je trouve que on voit bien l'extension urbaine, hein. Vous avez ici Tokyo, une immense tâche urbaine, hein, une des plus grandes villes du monde, la plus grande selon les critères, sinon deuxième plus grande ville du monde. Vous étendez jusqu'à Osaka qui est ici. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est on a ce qu'on appelle une conurbation, c'est-à-dire le bâti ne s'arrête jamais. Vous pouvez suivre une ligne où vous êtes tout le temps en ville entre Tokyo et Kobe, qui est ici. Et ça suit les axes de transport. Par exemple, vous voyez ici, on ne voit pas très bien à cette échelle-là, mais il y a une continuité du bâti. Et on va dire, cette conurbation, elle se concentre surtout sur les littoraux et ça représente 105 millions d'habitants avec une densité de 2000 habitants au kilomètre carré et ça s'étend sur 900 km d'un bout à l'autre. Donc des espèces de mégalopoles extrêmement peuplées, extrêmement denses, qui montrent que voilà, le développement des grandes villes sur le littoral favorise cette densité de population. Donc ça, c'est le premier aspect, la question du commerce qui est lié aux échanges et qui est renforcé dans un contexte de mondialisation. La deuxième idée, c'est que la proximité à la mer apporte des ressources supplémentaires, et ça c'est vrai depuis longtemps. Par exemple la pêche ou l'aquaculture. Et par exemple en Indonésie, sur l'île de Java, certaines portions littorales sont très densément peuplées, jusqu'à 400 ou 500 habitants au kilomètre carré, et vivent de l'agriculture côtière et de la pêche, donc des ressources qui sont là
grâce à la proximité à la mer. Autre aspect qui explique l'attraction des littoraux, c'est ce qu'on appelle les aménités, c'est-à-dire les caractéristiques positives de l'espace et l'attractivité de ces littoraux, qui est plus récente, on va en parler. Ça se voit en fait dans le tourisme. Par exemple, le tourisme va se concentrer sur ces espaces maritimes. On va parfois parler de thalassotropisme. Thalasso, en grec, c'est la mer, et tropisme, donc l'attraction. Donc Thalassotropisme. Le thalassotropisme, c'est l'attrait pour la mer qui entraîne des migrations vers les littoraux, des migrations définitives ou provisoires avec le tourisme. Et on va juste prendre le temps de parler d'Alain Corbin et de comment l'attractivité des littoraux s'est construite historiquement. Donc Alain Corbin, c'est un historien qui s'est intéressé aux représentations autour des littoraux. Et donc, il explique que dans les pays occidentaux, l'attractivité des littoraux, qui sont maintenant perçus comme des cadres de vie agréables, en fait, c'est plutôt récent. Et donc, c'est ce qu'il appelle le désir du rivage qui se construit progressivement. Auparavant, on va dire avant le XVIIe siècle, même le XVIIIe siècle, le monde maritime est associé seulement au travail, les pêcheurs et aux dangers, les tempêtes par exemple. Et donc, c'est plutôt répulsif, on s'en méfie. Les marins meurent en mer, il y a des tempêtes, mais progressivement, il va y avoir on va dire une mise en valeur, mais dans le domaine esthétique. On va commencer à trouver ça beau au cours du XVIIIe, XIXe siècle, c'est la période du romantisme, et on va commencer à trouver les littoraux attractifs. Et donc progressivement, il y a le basculement d'un littoral perçu comme négatif à un littoral perçu comme positif. Et c'est aussi le moment où on voit apparaître le début du tourisme. Alors le tourisme, au début, il est médical, c'est-à-dire on va en bord de mer pour respirer l'air marin qui fait du bien, prendre des bains d'eau de mer froide qui favorisent la circulation du sang. C'est perçu comme positif et ça se développe dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. En France, ça se développe dans les stations du nord de la France. Et progressivement, ce tourisme médical devient un tourisme de loisirs à partir du XIXe siècle, avec des stations comme Cherbourg ou Deauville. Et voilà, on arrive progressivement, donc là c'est plus Alain Corbin qui en parle, mais moi qui l'ajoute, à un tourisme qui est devenu un tourisme de masse, en France favorisé par une politique volontariste de l'État qui a aménagé les espaces littoraux et des possibilités, qu'elles soient économiques, avec une amélioration du niveau de vie pendant les 30 glorieuses, et les congés payés qui sont de plus en plus importants et qui permettent aux gens de partir en vacances. Résultat, on sort de la parenthèse historique, les littoraux sont devenus très attractifs et ils se tournent vers l'accueil de touristes, mais aussi de retraités qui s'installent près de la mer et qui expliquent que certains littoraux attractifs ont des densités assez fortes. Par exemple, en France, pour la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, 400 habitants au kilomètre carré, donc plus de 2 fois plus que la moyenne nationale, enfin, plus de 3 fois plus même que la moyenne nationale. Et pour la Floride, de 350 habitants au kilomètre carré, et là c'est plus de 10 fois plus que la moyenne nationale. Donc on a des littoraux qui attirent, donc je vous ai mis des jolies photos pour rêver un peu de soleil. Voilà, donc ça c'est pour les causes, et on va détailler un exemple, celui de la Chine, et de la question de la densité du peuplement sur le littoral. Parce que la Chine, en fait, c'est un pays qui est très marqué par le contraste entre des fortes densités littorales, mais vraiment de plus faibles densités intérieures. Et ça a été théorisé par un géographe chinois, Wu Wanyong. Alors je pense que je le prononce mal et je m'en excuse. Donc ça a donné le nom de la ligne de Wu, en français, en anglais Wu Line. Ou alors ligne, alors pareil, je suis désolée pour la prononciation, hein, Haihe Tengchong, qui est le nom des deux villes qu'elle relie d'un bout à l'autre. Mais je pense que ça sera plus simple de retenir la ligne de Wu.
Elle divise en fait cette ligne, la Chine, en 2 parties, dont la surface est à peu près équivalente. Ce géographe et démographe chinois, Huan a mis en évidence cette ligne en fait en 1935. Donc c'est depuis déjà longtemps. Et en 1935, à ce moment-là, il y avait 4% de la population à l'ouest et 96% de la population à l'est de cette ligne. Donc on voit une répartition extrêmement inégale et il y a une dynamique, il y a peu de variations en fait jusqu'à aujourd'hui. Il y a même une légère tendance à s'accentuer, je crois que c'est ça. Non, désolée, je suis perdue dans les chiffres. Oui, non, j'ai pas bien noté les bons chiffres de 1935. En fait, c'est les chiffres de 2002 que je suis en train de vous lire. Excusez-moi. Donc, je voulais les chiffres de 2002. Donc, on a 6% de la population à l'ouest et 94% à l'est. Oui, c'est ça. Bon, je suis désolée. Je vais pas couper et reprendre la vidéo depuis le début, mais voilà, petit moment où je me suis un peu perdue. Donc, vous avez les chiffres de 2002 ici. Il y a peu de variations avec 1935 où c'était effectivement 4% de ce côté-là et 96% de cela. Donc il y a un minuscule rééquilibrage. Mais si ça n'a pas changé en 70 ans, même si le chiffre de 2002 est ancien, et je n'en ai pas trouvé de plus récent, même en cherchant beaucoup, on peut imaginer qu'il y a une stabilisation de cette inégalité vraiment de répartition de la population entre les terres intérieures et les littoraux. Alors, ce qui est fascinant, c'est que cette ligne, elle est visible depuis l'espace. On voit qu'il y a plus, donc c'est une photo aérienne prise de nuit, on voit les zones éclairées, donc c'est lié à l'éclairage urbain qui se voit depuis l'espace quand il est suffisamment dense. Donc on voit très nettement la population beaucoup plus nombreuse à l'est de cette ligne. Comment l'expliquer? Il y a des causes qui sont environnementales. Ici, vous avez l'altitude, donc c'est beaucoup plus bas à l'est, donc c'est plus facile à aménager. Également les précipitations. À l'ouest, c'est plutôt aride, ce qui pose des problèmes pour le développement de l'agriculture et l'implantation humaine. Mais il y a aussi des causes qui sont historiques et sociales, bien sûr, et pas seulement des causes environnementales qui jouent dans l'implantation. Et ça a également des conséquences, que vous voyez également sur ce schéma. Des conséquences, par exemple, là, il montre qu'il y a beaucoup moins d'universités, il y a beaucoup moins de réseaux de transport. Le réseau de transport, vous avez l'impression qu'il s'arrête le long de cette ligne, quasiment à une ou deux exceptions près, ou simplement de richesse, où on considère que, donc, que la partie ouest est quand même 15% plus pauvre que la partie est, et ça fait une différence forte, mine de rien. En plus, depuis une quarantaine d'années, la littoralisation en Chine, elle s'accroît au profit des grands ports et des métropoles urbaines qui sont reliées à ces grands ports. Et ça s'explique tout particulièrement en Chine parce que l'économie de la Chine est tournée fortement vers l'exportation maritime. C'est encouragé par l'État, mais c'est aussi encouragé par les IDE, les investissements directs étrangers, qui vont investir, c'est-à-dire par exemple créer des usines, délocaliser par exemple, délocaliser des usines en Chine, proches des ports pour pouvoir réexporter les marchandises, par exemple vers l'Europe, les États-Unis ou d'autres régions du monde. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de la Chine, vous avez sans doute entendu ce surnom, l'usine du monde. Et ça, ça se voit par exemple par l'implantation des ZES, des zones économiques spéciales, qui vont favoriser l'implantation d'entreprises, par exemple sans mettre de taxes. Et regardez cette carte, elles ont été implantées le long des littoraux. Donc, volonté de l'État pour attirer des investisseurs étrangers. Et donc, ça s'auto-entretient pour avoir une fixation des activités et des populations sur les littoraux, donc une littoralisation très forte. Ça s'explique par le modèle économique. La plupart des matières premières utilisées par la Chine, en fait, sont importées. C'est par exemple le premier importateur de minerais de fer et beaucoup de villes ont
intégrer un système de sidérurgie sur l'eau. C'est-à-dire, ce qu'on entend par la sidérurgie sur l'eau, alors la sidérurgie, c'est l'industrie qui produit heu, de l'acier à partir du fer, du minerai de fer. Si elle est sur l'eau, c'est parce qu'il y a la création de grands complexes industriels sur les ports, donc à proximité de l'eau. Ces complexes importent le minerai de fer qui arrive par la mer, il est transformé sur place et il est exporté à nouveau par la mer sans jamais être sorti en fait de ces zones portuaires, ces zones industrielles ou portuaires et transporté par l'arrière-pays. Donc le fait d'installer ces industries sur les ports, ça permet un gain en fait de temps et d'argent pour les entreprises qui importent les matières premières et exportent des produits transformés. Voilà, tout ça explique donc un peu cette ligne de roue et le fait que elle ne fait que se renforcer, c'est lié au modèle de développement économique et à d'autres caractéristiques. On va ensuite regarder dans les fortes densités, on l'a déjà dit, hein, les villes concentrent la population, hein, les densités sur les villes sont plus importantes et je vous montre une visualisation de, je pense, enfin, j'allais dire la meilleure carte du monde. Non, c'est objectif, mais on va dire une de mes cartes préférées où vous avez en fait, vous pouvez aller voir, je vous le conseille d'aller voir, la population du monde qui est en 3D en fait. Donc quand il y a des pics, c'est qu'il y a une densité qui est élevée. Quand il n'y en a pas, c'est qu'elle est faible. Et donc on voit, ici vous êtes sur l'Inde et la Chine, je vous ai mis, c'est les zones les plus peuplées du monde, et on voit en fait cette densité en 3D pour faire ressortir les zones les plus peuplées. Et donc, excepté l'Inde où il y a des très fortes densités rurales, on en reparlera. Vous voyez que il y a toujours des points qui ressortent. Ce sont les villes où la population se concentre dans les villes et donc les densités sont plus élevées. Ça montre que le changement d'échelle, hein, revenir à une échelle plus fine, on va zoomer, c'est nécessaire pour analyser le phénomène des densités. La population mondiale, en fait, est majoritairement urbaine. On a 54% de la population actuelle qui vit dans les villes. Et il n'y a qu'en Asie que des foyers de peuplement ruraux ont une densité aussi forte que des densités urbaines. Après, à l'intérieur des villes, tous les quartiers ne sont pas aussi densément peuplés. Je vous ai mis, pareil, j'aime bien ces formes de représentation, différentes villes où vous voyez la densité. Donc on voit que par exemple Londres est beaucoup moins dense que Hong Kong ou Mumbai. Et vous voyez que donc certains quartiers ressortent, souvent des quartiers centraux, mais pas forcément. Par exemple, enfin, voilà. Pour Johannesburg, vous voyez, c'est assez éclaté. Il y a un polycentrisme, il y a plusieurs zones de densité dans la ville qui ne sont pas en continu. Et ça s'explique. Donc que dans les villes, il y ait ces pics de forte densité, il y a deux raisons. Soit une logique de verticalisation dans les quartiers centraux, c'est-à-dire on va construire des tours pour abriter plus de gens, mais ça peut être aussi parce que la population est installée, enfin est très dense dans des zones d'habitat précaire, des bidonvilles. C'est le cas à Mumbai. Là, vous avez une photographie d'un bidonville, celui de Dharavi. Bon, pourquoi la population est dense alors qu'il n'y a pas de superposition? C'est parce qu'il y a très peu de mètres carrés par habitant. Donc, soit pour des raisons de verticalisation, soit parce que ce sont des bidonvilles, on a des zones qui sont très densément peuplées. À l'échelle encore plus micro, si on va regarder à l'intérieur de ces quartiers, les zones où la densité est la plus forte, c'est les gratte-ciels d'habitation, c'est-à-dire, généralement les plus grandes tours sont des tours de bureaux ou des tours mixtes avec des bureaux et des logements, mais il y a aussi des tours, des gratte-ciels qui sont exclusivement dédiés aux habitations. C'est par exemple le cas de Ponte City à Johannesburg, avec une tour de 173 mètres de haut, mais 467 appartements. Donc 467 appartements, vous multipliez un foyer généralement en moyenne, ça va être facilement, on va dire 4 personnes. Ça abrite beaucoup de gens sur très peu de mètres carrés au sol, proportionnellement. La plus haute tour d'habitation dans le monde se situe à Dubaï, c'est la Princess Tower. Elle fait 414 mètres. Et actuellement, hein, vous avez une photographie, elle est en construction, celle qui deviendra la plus grande du monde, et à New York, jusqu'à 477 mètres de haut, mais seulement 179 résidences, hein, donc plus de 2 fois moins que celle qui est par exemple à Johannesburg.
mais c'est du luxe et donc enfin, il y a beaucoup moins de gens qui seront, installés dedans. Donc on reparlera un petit peu, enfin beaucoup même, des questions urbaines sur un autre, CM, dans la série, qui sera sur les espaces urbains et donc je m'arrête là pour cette partie et dans la prochaine partie, on s'intéressera aux facteurs d'explication.